Eh bien, super. Bah, bonjour à toutes. Merci Bonjour d'être là. Sarah. Merci d'être là pour cette petite pause et merci à Charlotte de me donner une petite place pour parler d'une thématique qui me tient à cœur. Donc, encore merci Charlotte. Je suis C'est très avec contente. plaisir. Je pense que je parle au nom de tout le monde en disant qu'on est très contente de t'écouter parler. Alors, c'est parti. Je vais essayer de tenir mon timing. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique du coup qui me rend particulièrement loquace, mais je ne pourrais pas vous présenter tous les détails, donc aujourd'hui ce sera principalement une introduction. Et pour ça, je vais vous demander du coup de ne pas hésiter à poser des questions si vous en avez, et surtout de vous munir d'une feuille et d'un stylo, ce qui a priori est relativement enfin, dans l'environnement proche, j'imagine. Donc voilà. Parce que en fait, l'entretien motivationnel, donc ce sont des techniques d'entretien, mais je suis quand même persuadée que ça passe aussi par une réflexion sur ses propres techniques de communication et sa propre communication. Donc, on essaiera là sur ces 30 minutes de pouvoir réfléchir parfois à une situation, à comment nous, on pourrait réagir et analyser du coup notre propre communication pour pouvoir ensuite voir ce qu'on pourrait faire de différent ou ce qu'on conserve parce que ça fonctionne bien, etc. Voilà. J'ai longtemps réfléchi enfin, je me suis demandé comment est-ce que je pourrais vous présenter les techniques d'entretien motivationnel pour que ça ait un peu de sens. Et en fait, je me suis dit que j'allais partir de quelque chose qui nous concerne toutes, notre clinique. Voilà, donc je vais vous présenter une situation clinique qui sera un peu notre fil rouge finalement sur ces 30 minutes. Et donc, je vais vous présenter Liam, qui est un petit garçon donc de 3 ans et 4 mois, qui vient de rentrer en petite section en septembre. Sa maman, qui s'appelle Anita, a pris rendez-vous car, donc là je la cite, la maîtresse lui a dit que voilà, il y avait la maîtresse lui a demandé, il y a des difficultés. Liam ne parle pas beaucoup, voire pas du tout. Il a du mal à réaliser les activités en classe, il ne joue pas du tout avec les autres enfants et surtout, il semble perdu. Je précise aussi que la maîtresse a demandé ça aux alentours du 20 septembre, donc sachant que la rentrée était le 1er septembre, pour vous donner vraiment tout le contexte. À la maison, la maman m'explique que les parents n'observent pas de difficultés spécifiques parce qu'il se fait très bien comprendre même si il ne parle pas pour le moment, ou en tout cas juste il émet quelques sons. Et le rendez-vous de bilan a été fixé assez difficilement parce que sur le plan logistique, les parents ne voulaient pas écourter le temps d'école de Liam et on avait peu de disponibilité en commun. Voilà pour le contexte. J'imagine que ça vous fait écho peut-être à certains enfants que vous avez ou certaines familles que vous avez au cabinet ou d'ailleurs en structure. Et voilà, je vais vous demander de le garder dans un petit coin de votre tête et après, on pourra travailler sur des techniques d'entretien à partir de l'histoire de Liam et de ses parents. Mais d'abord, euh, je vais vous donner une définition un petit peu globale de l'entretien motivationnel. Donc ça, c'est la HS en 2024 qui a considéré que l'utilisation de l'entretien motivationnel et des techniques d'entretien euh, s'inscrivait dans une amélioration de nos pratiques professionnelles en tant que soignants. Donc, ils le décrivent comme une méthode de communication verbale et non verbale qui vise à comprendre les sentiments de son interlocuteur, donc du patient slash parent, et l'aider à identifier un petit peu les sentiments, les motivations, les valeurs, etc. Donc, ça se fonde sur un accompagnement qui est plutôt bienveillant et empathique. Mais surtout, ça va être dans une visée de mettre en place une action de changement, un changement de comportement pour une amélioration de la qualité de vie au quotidien. Et donc, ça passe par plusieurs types de techniques et on va vraiment analyser l'ambivalence au changement de la personne à travers son discours et à travers ses habitudes de vie. Ce qui est toujours visé, c'est vraiment l'auto-efficacité et l'autonomie de la personne. C'est-à-dire que l'objectif des techniques d'entretien motivationnel, c'est de réussir à aider la personne à identifier ses propres motivations pour mettre en place un changement qui soit pérenne dans le temps. Donc,
je trouvais que c'était intéressant de rappeler rapidement les éléments qui favorisent l'engagement dans le soin. Donc là, je vous laisse peut-être vous réfléchir à ce qui vous aide à vous engager dans un soin quand vous avez un soin en tant que patient ou patiente euh, de votre côté. En tout cas, dans les données de littérature, ce qui ressort, c'est que ce soit centré sur le patient, avec une écoute compétente et des réponses du clinicien qui vraiment prennent en compte le point de vue alors là, du client, mais, parce que l'article est un article américain, mais aussi du patient. C'est une approche qui doit être collaborative avec le patient ou le parent. On le place vraiment au cœur de la décision partagée. C'est centré sur les objectifs et la résolution de problèmes et c'est défini dans le temps et bref. Donc ça, on n'aura peut-être pas le temps de tout, de discuter de tous les points, mais c'est vrai que ça fait partie vraiment des éléments qui favorisent l'engagement dans le soin, c'est-à-dire une prise en soin qui soit définie dans le temps avec un calendrier ou en tout cas des réévaluations régulières pour être sûr que on est toujours au cœur des difficultés et des problématiques de la personne. Et enfin, on utilisera des techniques qui vont s'inscrire dans une démarche EBP, donc qui sont fondées sur des données probantes de littérature. Tous ces éléments s'inscrivent dans l'esprit de l'entretien motivationnel. Donc en fait, on sait maintenant que l'utilisation de l'entretien motivationnel au sein des thérapies, pas spécifiquement en orthophonie, va vraiment favoriser l'engagement dans le soin des patients, des familles, etc. Il y a un livre là, qui est sorti en 2024 sur justement l'entretien motivationnel en orthophonie, spécifiquement. C'est un livre qui est en anglais, mais qui est vraiment très intéressant. Et en fait, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, principalement en aphasio, en voix et avec des patients adultes, parce que c'est vrai que l'entretien motivationnel, à la base, est plutôt orienté avec un interlocuteur adulte. Mais c'est aussi des techniques qu'on peut utiliser avec des ados, avec des enfants, en adaptant aussi notre discours, et évidemment avec des parents en thérapie indirecte. Alors, bien souvent, quand un parent ne paraît pas motivé, j'insiste sur le paraît, euh, ou ne suit pas les conseils, ou si on trouve qu'il y a du mal à transférer peut-être des outils sur le quotidien, que par exemple on demande un classeur et puis que le classeur n'est pas utilisé, ou par exemple un outil de communication, etc. En fait, on en déduit souvent que le problème vient du parent, que le parent n'est pas motivé et qu'en fait, nous, on n'y peut pas grand-chose. Et je trouve justement que l'entretien motivationnel, toute la richesse, c'est de dire, mais si, en fait, on a un levier, notre façon de communiquer avec les familles va influencer la motivation, va pouvoir euh, construire la motivation dans la relation qu'on aura avec eux. En fait, le point de départ de l'entretien motivationnel, c'est vraiment que la motivation se construit et se travaille au sein de la relation avec le thérapeute. Donc, on a des leviers et nous, la façon dont on va positionner le parent et laisser la place, ça influera aussi sur son engagement dans la rééducation, dans l'utilisation de certains outils et dans finalement la co-construction des modalités du soin. Là, je voulais vous faire un petit exemple de ce qu'on appelle l'approche directe. En fait, très souvent, dans le soin, on a une représentation de les parents viennent avec un problème et nous, on leur trouve une solution. Et en fait, soit, donc cette solution, ils ne la suivent pas et du coup, nous, on s'interroge, soit ils suivent la solution, ça fonctionne, et nous, tout de suite, c'est très valorisant d'un point de vue égo, on va dire un peu personnel, parce qu'on devient une super ortho qui résout les soucis, etc. Mais la difficulté, en fait, finalement, dans cette approche directe, c'est que si la difficulté se présente dans un autre contexte et que nous, on n'est pas là, ou alors que c'est un autre type de difficulté, en fait, la famille n'aura pas été préparée à être autonome dans la résolution de problèmes. Et donc, finalement, oui, on aura peut-être proposé une solution à court terme, mais on ne s'inscrira pas dans la durée. Sauf que nous, ce qu'on souhaite, c'est que le patient, évidemment, progresse et que la famille se sente compétente et en mesure de pouvoir faire progresser son enfant. Donc, tout, tout l'esprit finalement de l'entretien motivationnel, ça va être apprendre à inhiber le réflexe solution auprès des familles. Et je sais que ça, alors je ne vois pas tous vos visages, mais en tout cas, je sais que c'est quand même un énorme obstacle, on va dire, en tant qu'orthophoniste, où en fait,
bien souvent, les parents arrivent avec des plaintes et en fait, nous, ce qu'on a envie, c'est de leur proposer une solution tout de suite. Sauf qu'en fait, on va plutôt essayer de se penser comme un étayage à la réflexion en commun plutôt que comme une solution. Et je trouve que c'est vraiment un peu la clé finalement de comment est-ce qu'on se positionne avec les familles. C'est qu'on ne sera pas de façon verticale l'orthophoniste qui donne la solution un peu clé en main aux parents et le parent dit merci et puis après il s'en saisit ou pas, après voilà. On va vraiment être sur le même niveau et en fait on va aider le parent à identifier les points forts et les fragilités et en fait on décidera ensemble des solutions qui leur paraissent cohérentes et pertinentes pour leur quotidien. Et donc, je vous laisserai vous poser la question de savoir si vous êtes parfois, quand vous communiquez avec les familles, plutôt dans une posture d'étayage ou plutôt dans une posture de solution. Voilà. Alors, au niveau des principes de l'entretien motivationnel, l'esprit est vraiment fondé sur le fait qu'on soit dans l'altruisme et la bienveillance, l'acceptation des valeurs de la famille en face, des choix éducatifs, et qu'en fait, on n'est pas du tout là pour comment dire, conseiller ou diriger, on va être vraiment là pour guider la famille dans ses propres choix, en cohérence avec ses propres valeurs. Voilà, donc ce n'est pas une technique pour faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie de enfin, pour faire faire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie de faire, mais c'est plutôt des techniques d'entretien qui vont être destinées à faire émerger chez le parent ou le patient ses propres motivations. En fait, on sera vraiment là un peu comme comment dire, une aide un peu au décollage pour aider et puis identifier un peu tous les éléments en fait, qui vont être nécessaires aux parents pour identifier les choses qui sont importantes pour lui ou non, pour son enfant. Mais on va beaucoup plus guider que diriger et surtout, on va beaucoup plus écouter que parler. Et ça, je sais que souvent, c'est des choses qui nous demandent un réajustement certain, en tout cas pour ma part. C'est aussi se forcer à proposer des silences. C'est se forcer des fois aussi à laisser des temps pour que le parent puisse élaborer. Et c'est pas à nouveau donner des informations pour remplir des choses ou en tout cas répondre à une demande immédiate du parent, mais c'est plutôt échanger pour que le parent, en fait, ce soit lui qui guide, enfin qui dirige plutôt l'échange. Donc là, au niveau des principes, je vous fournirai le support. Donc, c'était si vous souhaitiez un petit peu en savoir plus sur les principes de base de l'entretien motivationnel. Donc, il y a toujours le principe de collaboration, euh, où l'entretien motivationnel va vraiment s'adresser à des situations où l'on cherche à mettre en place un changement de comportement qui semble nécessaire pour une amélioration de la qualité de vie. Il y a aussi le principe d'évocation. Donc, comme je vous le disais, on croit souvent que soigner, c'est apporter des solutions, enfin en tout cas apporter des choses aux patients qui leur manquent, alors qu'en fait, on cherche plutôt à faire émerger des choses qu'ils ont déjà pour un changement pérenne. Et on va vraiment valoriser l'autonomie du parent slash patient. Tout simplement parce que quand on pense une personne en compétence de mettre en place un changement et qu'elle se pense en compétence de mettre en place un changement, forcément, ça facilite la mise en place de nouveaux comportements. Voilà. Les principes structurants dans l'entretien motivationnel euh, vont être d'éviter le réflexe correcteur. Donc là, le réflexe correcteur, ça va être comme un conseil non sollicité. Donc, ça va être, par exemple, si quelqu'un se prend une route à droite, nous, on va leur dire, ah ben non, non, mais la route à gauche, c'était un peu plus court. Voilà, ça va être le réflexe correcteur. C'est des choses qu'on a tendance à faire énormément au quotidien. Et on ne peut pas ne plus faire de réflexe correcteur parce que humainement, dans la communication, on est aussi habitué à ça. Donc, en fait, on va juste essayer d'être vigilant à notre communication et à se dire que euh, plus le patient va verbaliser les inconvénients du changement, plus il va s'engager dans le maintien de ce qu'il est, enfin, dans lequel il est actuellement. Et du coup, d'essayer de le corriger alors que lui verbalise les inconvénients, en fait, on va aller finalement à une confrontation qui ne sera jamais constructive. Donc, on évite le réflexe correcteur, on va plutôt explorer les motivations du parent et du patient pour savoir en fait quelles sont les raisons qui le pousseraient à mettre en œuvre un changement, comment il souhaiterait le faire, plutôt que de lui dire, vous devriez plutôt faire ça,
ou bah, vous savez, vous devriez lire une histoire à votre enfant tous les soirs, ce serait vraiment sympa pour la mise en place du langage. On va vraiment aller questionner plutôt comment est-ce que le parent souhaite mettre en place un changement. Évidemment, écouter le parent et l'encourager sur le fait de jouer un rôle actif aussi dans la consultation. Donc pour ça, on va pouvoir exprimer de l'empathie. Alors je sais que souvent les orthophonistes disent, il y a eu une étude en 2009, il me semble, il faudrait que je vous redonne peut-être la référence, où ils disent que les orthophonistes vont souvent dire: «Oui, mais ça, on le fait déjà». Parce que c'est vrai, en orthophonie, on a cette sensibilité à accueillir les familles, etc. Et on sait on, on manie, on va dire, un peu l'empathie plus facilement peut-être que certains, enfin, ou pas d'ailleurs, que certains autres thérapeutes. En tout cas, l'expression de l'empathie, ça va vraiment se faire par l'écoute réflexive où le clinicien va vraiment, comment dire, clarifier et amplifier l'expérience et la signification de la personne. C'est-à-dire qu'on va être comme un support au fait que la personne dit quelque chose et nous, on va vraiment lui refléter ce qu'elle est en train de nous dire pour que la personne puisse s'entendre et corriger si besoin ou au contraire affirmer un peu plus ce qu'elle est en train de dire. On va aussi développer la divergence. Donc, ça, je trouve que c'est intéressant parce que finalement, on voit souvent la divergence comme quelque chose de négatif, alors qu'en fait, ça fait partie du processus de changement. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut justement pouvoir valoriser. C'est qu'en fait, la divergence va permettre de pouvoir mettre en perspective plusieurs choses sur les choix de santé. Sur les objectifs, sur les valeurs, et en fait, au fur et à mesure, le parent pourra se positionner vers ce qui lui semble le mieux pour lui. Alors là, la traduction est un peu, comment dire? Je n'ai pas vraiment de terme, elle est étonnante. Ils appellent ça «rouler avec la résistance». C'est aussi, le fait que, les techniques qui sont souvent utilisées vont être le fait de donner des informations et de persuader, le parent ou le patient, en donnant souvent beaucoup trop d'informations aux familles, ou en les persuadant de certaines techniques qui nous semblent, nous, pour le bien, du patient, adaptées. Mais souvent, en fait, ça va entraîner une résistance de la part du parent. Alors, on va reconnaître que la résistance fait partie intégrante du changement, mais plutôt que d'essayer justement de persuader, en fait, on va vraiment mettre l'accent sur l'autonomie du parent, sur les stratégies qu'il met déjà en place, et on va vraiment faire preuve de respect de ce qui est déjà enfin, ce qui appartient aux parents, pour réduire justement cette résistance. Et ensuite, on pourra envisager la résolution de problèmes de façon plus spécifique. Et enfin, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, soutenir l'autonomie et l'auto-efficacité, c'est vraiment la visée principale de l'entretien motivationnel, parce qu'en fait, après, on aspire à un changement qui soit pérenne et surtout à un patient ou un parent qui se sent en compétence de mettre en place des choses, en compétence de pouvoir prendre soin, par exemple, de son enfant, savoir quelle stratégie utiliser, à quel moment, parce qu'en fait, il les a comprise, éprouvée et qu'en fait, ça fait du sens pour lui. Donc, vraiment, soutenir l'autonomie et l'auto-efficacité, c'est la visée ultime. Voilà. Et je terminerai ce point un peu théorique sur l'enjeu et donc de créer du lien et non pas de solutionner. Et ça, j'insiste encore, parce que je crois que c'est vraiment la clé finalement de l'engagement dans le soin. C'est la clé de aussi la façon dont on accueille les familles, dans leur diversité, dans leur, représentation, même si des fois, nous, ça nous fait vivre des choses pas simples parce que, ben, il faut se réajuster et cetera. Mais c'est garder en tête que c'est le lien qui va pouvoir, soutenir l'alliance thérapeutique et la mise en place de changements de comportement. Donc dans l'entretien motivationnel, il y a plusieurs, techniques de communication. Nous, aujourd'hui, on en verra, surtout 4. Donc les questions ouvertes, les reflets, et le résumé et la valorisation qui sont un peu moins importantes. Les questions ouvertes vont vraiment permettre d'aller, explorer des choses qui n'auront peut-être pas été dites évidemment si on pose des questions fermées, et on sait justement dans cette étude de 2009 que les orthophonistes manient très bien les questions ouvertes. Elles ont l'habitude, elles savent en poser.
Et du coup, on fera peut-être un petit point spécifique sur les reflets qui sont souvent un peu boudés par les orthophonistes parce que l'impression de ne pas donner de solution, parce que l'impression de ne pas faire avancer les choses et parce que bien souvent, ça nous met finalement, nous, en difficulté, plus que le parent en face. Mmh. Donc, en anglais, enfin, oui, en anglais, les techniques dans l'entretien motivationnel, c'est OARS. Et ça a été traduit en modèle ouvert, donc question ouverte, valorisation, écoute réflexive et résumé. Donc, la question ouverte va vraiment demander une réponse plus complète de la part du parent. La valorisation va vraiment focus sur les stratégies que le parent met en place et les moyens qu'il mobilise pour son enfant. L'écoute réflexive, donc le reflet, va vraiment être un reflet sur ce que le parent vient de dire. Donc, il y a différents types de reflets, mais par exemple, un reflet simple serait une maman qui vient et qui nous dit ben, mon enfant ne mange rien à la maison. Nous, notre reflet serait votre enfant ne mange rien à la maison. Pas d'intonation interrogative, une intonation plutôt descendante si on veut vraiment faire un reflet pur. Je sais que ça fait très séance de psychanalyse et que bien souvent, les orthos me disent, mais qu'est-ce que ça amène au débat? Alors qu'en fait, c'est très riche de pouvoir fournir des reflets parce qu'en fait, on laisse le temps à l'interlocuteur de pouvoir se réentendre dire, d'ajouter des informations qui seraient peut-être pas venues à ce moment-là. Et puis, en fait, aussi de pouvoir prendre le temps de réfléchir sur finalement, les vrais fondements de ce qu'il amène ici. Et enfin, le résumé qui permet toujours, je trouve, de pouvoir faire comprendre aux parents qu'on l'a bien compris et de mettre l'accent sur peut-être certaines priorités et notamment celles qui vont dans le sens du changement et de la mise en place de nouveaux comportements. Alors, il nous reste, OK, 5 minutes. Charlotte, est-ce qu'on peut avoir 5 minutes de rab? 13h05. Donc, je voulais du coup, pour celles qui sont toujours là, qu'on puisse en fait finalement éprouver un peu ces techniques d'entretien sur cette situation clinique que je vous ai évoquée au début. Et donc, c'est lors de la première rencontre et de l'évaluation que la maman de Liam me dit bah, on vient parce que la maîtresse a dit qu'elle a un besoin de bilan, mais nous, on ne trouve pas que Liam soit en difficulté. Alors oui, il est un peu en retard par rapport aux autres, mais pour nous, il a juste besoin de temps. Et donc là, je vous laisse, avec votre papier et votre crayon, heu, écrire ce que vous auriez eu envie de répondre à cette maman. S'il y en a qui ont envie de partager leurs écrits, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Comme on est limité dans le temps, je ne pourrais pas vous laisser trop de temps pour élaborer, même si j'aimerais beaucoup. Et je vais vous proposer du coup, des types de réponses qui s'inscrivent en fait dans les stratégies de techniques d'entretien motivationnel pour vous donner en fait un peu des exemples de comment est-ce qu'on pourrait finalement répondre à cette maman sur cette première question. Par exemple, on pourrait dire, donc je comprends que vous ne percevez pas de difficultés majeures chez Liam. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus sur ce que vous observez à la maison concernant son langage, ses apprentissages, etc. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est utiliser des échelles. Je sais que c'est recommandé vraiment dans les techniques d'entretien motivationnel parce que ça permet vraiment aux parents de se projeter sur des choses un peu plus concrètes, des fois, quand on parle de sujets qui sont parfois assez abstraits, finalement, comme le langage et la communication. Donc, on va pouvoir leur dire, sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous êtes préoccupé par le développement scolaire, le développement du langage, de l'IAM, etc., et m'expliquer pourquoi. Ou encore, on va pouvoir, par exemple, leur dire: «Vous semblez, attentif au rythme d'apprentissage de Liam, au retour de la maîtresse et pour vous, quels seraient, là, à l'heure actuelle, les avantages et les inconvénients de réaliser un bilan à l'heure actuelle?» Alors évidemment, ce sont des types d'exemples, qui ne sont absolument pas parfaits, qui sont évidemment non exhaustifs, mais c'est pour vous donner, en fait, des pistes sur comment est-ce qu'on peut aborder finalement ces premières rencontres avec les familles qui n'ont pas toujours une plainte très définie.
Donc là, c'était un tout petit peu plus tard dans le suivi où la maman m'avait dit: «On sait qu'il est un peu en retard, mais il est timide, il est plutôt indépendant, il aime jouer tout seul» et ma sœur m'a demandé s'il n'était pas autiste, mais c'est juste qu'il va à son rythme et je crois qu'il faut arrêter de s'inquiéter trop vite, il n'a que 3 ans et ça, je suis sûre que c'est des phrases que vous avez déjà entendues de famille, et à nouveau, qu'est-ce que vous répondriez? Donc, je vous propose aussi quelques pistes. Et là, je vous ai détaillé un peu tous les types de reflets, juste pour que vous ayez un premier aperçu un petit peu de comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser justement les reflets. Donc, ça va être, par exemple, vous pensez que Liam va simplement à son propre rythme. De pouvoir Mmh. proposer un reflet comme ça va forcément générer chez la maman, l'envie d'aller un peu plus loin dans ce qu'elle vous dit et peut-être d'aller, vous apporter d'autres informations qui vont vous permettre d'orienter sur telle ou telle stratégie, par exemple de langage ou de communication, sur proposer telle ou telle modalité de soins pour cette maman. On peut aussi proposer un reflet, donc ce qu'ils appellent un reflet double. Donc d'un côté, vous pensez que Liam a un petit peu de retard et de l'autre, vous pensez qu'il est encore trop tôt pour s'inquiéter, au stade actuel. Donc là, vous mettez un petit peu en lumière justement la divergence. Donc je vous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est très important de pouvoir expliquer l'ambivalence finalement que peuvent avoir certaines familles parce qu'en fait après on en discute. C'est plutôt positif, on va construire dessus. On va pas, ça va pas être, comment dire? Un obstacle, ça va être plutôt quelque chose sur lequel on va s'appuyer. On pourra aussi, faire un reflet plutôt, amplifié. Par exemple, selon vous, il est complètement normal qu'un enfant de 3 ans soit timide et préfère jouer seul. Donc là, on va aller chercher sur d'autres aspects pour être sûr que, par exemple, pour la maman, il y a pas d'inquiétude autre et cetera. Donc les reflets visent vraiment à explorer la perception des parents, à encourager la réflexion et surtout à éviter la confrontation directe. Au moment de la co-construction des objectifs, la maman m'a dit: «Pour nous, ce qui est important, ce serait qu'il parle plus et qu'il nous raconte sa journée à l'école et qu'il joue un peu plus avec nous». Donc qu'est-ce que vous auriez eu envie de répondre à cette maman? Bah, c'est fou parce que je vais toujours demander des informations en plus, mais en fait, je comprends bien que c'est pas le ah c'est ça remet c'est très intéressant parce que ça remet vraiment en question nos réflexes, en fait, comme tu dis. En fait, je crois vraiment qu'on a été, un peu formatés à Ouais, mener les entretiens et à diriger l'entretien beaucoup plus qu'à guider. Et qu'en fait, ça nous renvoie un peu dans nos retranchements parce qu'en fait, on a des automatismes de mmh, communication c'est qui ça. font que, bien souvent, ça va entraver finalement l'engagement du parent dans le soin, alors que nous, ce qu'on veut, c'est l'investir. Ouais, tout Et à donc, fait. en fait, finalement, il y a aussi une ambivalence chez nous entre avoir envie de donner des informations et de se sentir légitime, parce que je sais qu'il y a aussi, un problème des fois de se sentir légitime chez les Mmh, orthophonistes et hem et donc du coup, en donnant des informations ou en cherchant des informations, on aura l'impression que ce sera plus étayé, alors qu'en fait, ce qu'il faut peut-être qu'on aborde, c'est, plutôt partir de ce que le parent dit et voir un petit peu où est-ce que lui nous emmène. mmh. Bah, tu vois, là, je rebondirais sur le «il joue avec nous», voilà, question ouverte, moi, j'allais dire que voilà. Ouais. Alors ça rejoint bien ce qu'ils disent dans la littérature, c'est que les orthos manient très, très bien les questions ouvertes. Ouais. Donc, Le qu'est-ce qui reflet, me tu vois, je semble, trouve c'est très révélateur, de enfin moi, je suis pas du tout dans le reflet, je me dis parfois un peu postural, tu vois? Plus que dans le verbal. J'essaie mmh peut-être plus, même si c'est pas forcément très formalisé, mais c'est super intéressant de voir qu'effectivement, même verbalement, c'est riche. Oui et puis ça laisse vraiment la place, en fait. Le Mmh, reflet laisse la place pour moi à d'autres choses. Mais typiquement, c'est des choses pour lesquelles moi je me force encore. Il y a des fois où en entretien, je me force à faire un silence ou à refléter et après à ne rien dire, à ne pas ajouter d'informations pour laisser aussi la place aux parents. Mais aussi parce que ce qu'on souhaite, c'est que le parent puisse aussi laisser la place à l'enfant dans l'échange. mmh. En fait, c'est quand même enfin, c'est aussi on va faire vivre peut-être des choses aux parents que nous, on souhaiterait qu'ils fassent vivre aussi à son enfant puisque bien souvent chez les enfants qui ont des difficultés de communication, le parent va beaucoup plus diriger l'échange alors que nous, on souhaite que l'enfant prenne sa place dans l'échange aussi.
Voilà, donc là, on a les questions ouvertes. Les reflets, ce serait, vous aimeriez qu'il partage plus avec vous ce qu'il vit à l'école. Voilà. C'est important pour vous d'avoir des moments d'échange et de complicité avec lui. Pour vous, c'est essentiel qu'il soit plus communicatif et qu'il participe davantage. La valorisation, ça va être vraiment le fait de valoriser le fait que le parent est attentif au développement de son enfant et qu'il a envie de mettre des choses en place. Donc là, on va vraiment valoriser à nouveau les stratégies mises en place et les ressources. Et le résumé, par exemple, si je comprends bien, ce qui compte beaucoup pour vous, c'est que Liam puisse s'exprimer davantage et qu'il passe plus de moments interactifs avec vous. Le résumé permet vraiment aux parents de se sentir écoutés, vraiment écoutés, et de pouvoir peut-être corriger si une des choses qu'on a dites nous n'était pas finalement la priorité. Lui pourra amener une information supplémentaire. Voilà, donc ça va vraiment permettre d'explorer les attentes des parents et renforcer leur engagement. Et enfin, pour les modalités thérapeutiques, donc la maman m'avait dit, on en a discuté avec le papa, une séance par semaine, ce sera compliqué avec le travail. Et on pense qu'il faut lui laisser du temps. Est-ce qu'on pourrait faire plutôt une semaine sur 2 et peut-être un peu plus pendant les vacances? Voilà. Je te vois, je te vois sceptique, Lucie. Moi, je sais que c'est un cadre de travail qui n'est pas compatible avec le mien, tu vois, dans le fonctionnement. Et je suis toujours très embêtée quand on me fait ce genre de proposition. Puis parfois, c'est des familles séparées. Enfin, tu vois, en fait, je comprends en tant que, voilà, je comprends parfaitement qu'on puisse avoir ce genre de demande. Mais pour moi, c'est compliqué de pouvoir y répondre favorablement. Donc, voilà, Après, l'objectif n'est pas forcément toujours de répondre Oui, favorablement aux demandes des oui, oui, parents, bien sûr. mais plutôt d'aller Mm, justement questionner le mm, qu'est-ce que vous en pensez une semaine sur 2? Et donc, par exemple, tu vois, moi, je trouvais que quel changement vous espérez observer chez Liam avec ce type de suivi? Je ouais. trouve que c'est intéressant parce que ça vient questionner qu'est-ce que vous attendez de 30 minutes une fois toutes les 2 semaines, donc c'est-à-dire 15 minutes par semaine si on ramène au ratio. Qu'est-ce que vous attendez de 15 minutes par semaine en termes de changement chez votre enfant? Oui. Et puis tu vois, parfois le problème, il est pas forcément dans la demande. Je trouve que c'est plus notre cadre à nous aussi qui est assez limité. On pourrait se dire, on fait 1 heure tous les 15 jours, comme ça va aider. Mais en fait, tu vois, concrètement, on peut Mm. pas. Donc en fait, c'est là où je trouve qu'il y a des choses qui viennent pas du parent. Le problème n'est pas toujours entre guillemets, de la part du parent, mais plus Ouais, nous par rapport aussi à notre cadre législatif. Il y a des choses qui sont voilà. compliquées à mettre en place aussi, tu vois. Quand bien même la Ouais, demande est légitime, en fait, de la part du parent. complètement. Après, je pense que c'est aussi à Mm. nous d'être clairs aussi sur ce qui est possible ou pas Bah, possible, c'est ça, ouais. mais aussi d'aller interroger pourquoi cette demande-là Mm. et qu'est-ce que ça vient faire dire aussi derrière finalement une demande comme ça. Donc, on peut faire également donc, des reflets comme il semble que vous soyez partagé entre votre envie d'aider Liam et la volonté de respecter son rythme de développement. Vous pensez qu'un suivi moins fréquent mais régulier pourrait être plus adapté à votre situation, etc. La valorisation, avec à nouveau le fait de mettre en lumière les stratégies utilisées par le parent et le résumé. Donc, vous avez discuté en famille, vous êtes arrivé à la conclusion qu'un suivi moins fréquent mais régulier et avec des séances rapprochées pendant les vacances pourrait être une bonne solution. Voilà, si je comprends bien, on vous propose un suivi une semaine sur 2. Donc là, en fait, on résume simplement, mais ça permet aux parents de se dire, elle m'a entendu, mais surtout, elle m'a écouté, et de rajouter ou pas certaines informations. En conclusion, en fait, ce que j'aimerais que vous reteniez là vraiment de ces 30 minutes, c'est vraiment que la clé pour moi de l'engagement dans le soin, c'est la relation avec la famille, plus que le fait de trouver des solutions euh, immédiates pour l'enfant, pour le parent, etc. Et surtout d'aller valoriser toutes les compétences que les parents ont déjà. Et en fait, nous, on est là pour les aider à identifier les compétences que eux, ils ont déjà. Voilà. Je vous ai mis une courte biblio enfin voilà, avec les références qu'il y avait sur chaque diapo. Et merci pour votre écoute. Voilà, c'est vraiment un sujet qui me tient vraiment à cœur, donc je suis très contente d'avoir pu en parler. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je suis tout oui. Merci beaucoup à toi, Sarah, surtout. Et je me rends compte que, tu vois, c'est pas, par exemple, des sujets qui sont abordés en formation initiale. Enfin, moi, en tout Non, cas, j'étais formée il y a une quinzaine d'années. Il me semble pas qu'on ait beaucoup, en tout cas, beaucoup abordé l'entretien. Je me souviens de voilà l'anamnèse avec une liste de questions assez importantes à poser. Mais en effet, ces techniques-là, et puis voilà,
toutes ces, tous ces concepts autour de, voilà, susciter la motivation, enfin, en tout cas, sonder la motivation, questionner l'investissement, comme tu disais dans les premières diapos, c'est des bah, voilà, ils sont pas investis, c'est de leur faute et merci, au revoir presque. Ouais, mais je crois que c'est quand même un discours qu'on entend encore un peu parfois. Moi, effectivement, dans ma formation initiale, il n'y avait absolument pas ce type d'approche, mais je pense que le paradigme du soin, de façon plus générale, a bougé aussi. Je pense que maintenant, on se rend compte qu'en fait, le patient n'est pas juste passif et nous, on donne les solutions, mais plutôt pour qu'en fait, il y ait quelque chose qui se crée vraiment. euh, il faut qu'en fait, tout le monde soit un peu sur le même niveau et donc, du coup, qu'on utilise ce type de technique. Et puis, je crois aussi que ça permet de faire des prises en soins plus courtes et qu'en fait, dans la conjoncture actuelle d'accès aux soins, de financement de certains soins, en fait, on favorise aussi les prises en charge courtes parce que ça coûte moins d'argent, on va pas se mentir aussi. Et donc, du coup, il y a une recherche qui s'est développée dans ces techniques-là pour favoriser un engagement un peu actif du parent ou du patient dans les soins. Je pense que c'est vraiment plus global depuis quelques années, évidemment, depuis un peu plus longtemps dans le côté anglo-saxon, mais ça vient de plus en plus et il me semble que dans certaines écoles d'ortho maintenant, en formation initiale, il y a vraiment cette volonté d'aller travailler la relation au patient et le fait que ça fasse partie intégrante de la prise en soin et que ce ne soit pas juste limité à des techniques d'intervention. Je sens qu'elle veut nous dire un truc. Oui, plein de choses. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bon. Et ben, je sais pas après, du coup, Je où regarde est-ce dans que... le chat en même temps, mais non, je vois que... Ouais, là, je regarde. Ah oui, ben, oui, donc lui, c'est parti. Ouais. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là alors. Oui, d'accord. Et ben, merci Je pour votre reformule, là, je attention. fais quoi? Je fais un reflet, voilà. Attention, il ne faut pas que tu montes ton intonation, hein, Charlotte. Pardon, peut-être. Et là, je t'ai fait Merci un beaucoup, énorme Sarah. réflexe correcteur Oui, c'est pour ça. l'avoir écrit. Voilà, pour terminer, je pense que on est bien. Merci, Non, mais Hélène. je pense que ouais, je me replongerai dans ta présentation. Il y a vraiment plein d'éléments hyper intéressants. Ben, je trouve que c'est vraiment la base, finalement, pour après utiliser les autres approches, en fait. Parce que même en vidéo feedback, finalement, quand on travaille en vidéo feedback, on utilise exactement toutes les techniques d'entretien motivationnel, juste appliquées à la vidéo. Et ben, merci à toutes. Je vois que j'ai des petits messages dans le chat. Donc, ben, merci.